Donc, je vais présenter notre conférencier, Dominique. Donc, Dominique Arouès est ingénieur de l'INRA et c'est un expert mondialement reconnu sur les sols. Il est l'actuel président de l'Association française pour l'étude du sol, qui est l'association nationale des spécialistes du sol. Il est membre du groupe intergouvernemental sur les sols de la FAO. Il est aussi co-auteur du rapport sur l'état des ressources en sol du monde et de sa synthèse qui sera à destination des politiques de l'ensemble du monde et qui sera officiellement délivré le 4 décembre 2015 à Rome, lors de la conférence mondiale de clôture de l'année internationale du sol, puisque nous sommes dans cette année-là. 2 fois primé pour le meilleur article scientifique en sciences du sol sur le plan international. Il a reçu la médaille d'or de l'Académie d'agriculture. Il est aussi chevalier de l'Ordre du mérite agricole. Enfin, il a été membre leader du groupe intergouvernemental pour l'étude du climat, le GIEC, qu'on appelle IPCC en anglais. Donc ce GIEC, qui est un regroupement d'une quinzaine de mille de scientifiques dans le monde, pour aider les politiques à prendre des décisions. Et ce GIEC, en 2007, a partagé avec Al Gore le prix Nobel de la paix. Et un certain nombre, quelques personnes du GIEC, ont été formellement associées à ce prix Nobel. C'est le cas de Dominique Arouès. Par ailleurs, la bande dessinée est la passion de Dominique Arouès et de sa collègue ici présente, Anne Richer-de-Forges. Et donc, dans 2 bandes dessinées, il vous propose de tout découvrir sur le sol et les vers de terre avec Childéric le Lombric, d'abord prisonnier de Darwin, puis en route vers la Martinique, grâce à la fameuse compagnie nationale Vert France. Adressez-vous aux auteurs pour vous procurer ces BD à la suite de la communication. Et Anne Richer, qui est l'artiste qui a dessiné ces bandes dessinées, vous les dédicacera. Dominique, il y a autre chose à faire. Dominique, je te passe la parole. Merci beaucoup, Christian. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très, très content de voir une salle aussi remplie pour écouter quelqu'un parler des sols. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des sols au centre des grands enjeux planétaires. Et je fais ça dans le cadre de l'année internationale des sols. Et je vais essayer de vous expliquer en conclusion ce que c'est que cette année internationale des sols. Alors, je vais d'abord vous faire une petite introduction au sol. De quoi on parle finalement. Je vais essayer de définir un petit peu de quoi on parle. Alors, je vais vous présenter d'abord de quoi se compose un sol, ensuite d'où il vient, est-ce qu'il faut dire le sol ou les sols, quelle est la place des sols dans l'environnement et quels services ils rendent, quelles grandes menaces pèsent sur les sols, qu'est-ce qu'il faudrait faire, et puis enfin je vais vous dire que le sol quand même c'est beau aussi et puis que c'est rigolo. Alors les sols, ils se composent de quoi? Ils se composent de particules minérales, donc qui proviennent de la roche-mère. Ils se composent également de composés organiques, principalement issus des végétaux. Ils se composent d'air ou de gaz. Ils se composent d'eau. Sans eau, il n'y a pas de vie. Sans eau, il n'y a pas de sol finalement qui fonctionne. Et ils se composent également d'organismes vivants qui sont extrêmement divers. Donc le sol, c'est un milieu extrêmement complexe qui est à la fois minéral, organique et vivant. Alors, ces particules minérales, vous les voyez des fois quand vous vous promenez dans les champs ou dans les vignes. On les classe en différentes tailles de particules. Donc, il y a des graviers, il y a des cailloux, il y a des pierres, il y a des blocs. Et puis, quand on va dans le plus fin, on distingue ce qu'on appelle le sable. Alors, le sable, ça, vous voyez à peu près ce que c'est, je suis sûr. Même les enfants savent ce que c'est dans les bacs à sable des maternelles. Puis le limon, et puis après on va de plus en plus fin, on va vers les argiles par exemple, qu'on est obligé d'aller regarder au microscope. Donc une immense diversité de tailles et de nature de particules. Il y a également de l'air et de l'eau, et là je vous figure une racine
de plantes, et puis le poil absorbant qui va chercher les éléments minéraux. Et ce poil absorbant, il a besoin à la fois de particules minérales, d'air et d'eau. Donc c'est un milieu qui est triphasé quelque part. Et s'il n'y avait pas ces trois composantes, ben, le sol ne fonctionnerait pas. Le sol, il contient également des matières organiques qui sont d'origine extrêmement diverse, donc et qui proviennent de débris végétaux, qui proviennent de la décomposition des animaux, des excréments, de parois cellulaires, de feuilles en décomposition, de racines, d'exudats racinaires, qui sont ce que les racines excrètent finalement dans le sol. Et tout ça, ça donne des matières organiques ensuite qui sont de compositions extrêmement diverses. Donc il y a des choses très compliquées comme des composés aromatiques et aliphatiques, il y a des lipides, il y a des protéines, il y a des acides aminés, il y a des polysaccharides, il y a des sucres. Tout ça est extrêmement complexe, extrêmement aussi intéressant. Et puis, dans le sol, il y a également de la vie. Donc, il y a une extraordinaire biodiversité. Alors, ce qui est le plus connu, parce que tout le monde les voit, ce sont les vers de terre. Mais en fait, il y a pratiquement tous les règnes animaux qui sont représentés dans le sol. Il y a des racines également. Et puis, il y a des choses, il y a des choses extrêmement petites, comme par exemple des bactéries, et qui sont en nombre extrêmement nombreux. Et j'aime bien ce vers d'Yvan Audouard qui nous dit les vers de terre s'enfoncent dans le sol pour ne pas tomber amoureux des étoiles. Alors, ces organismes, ils sont extrêmement divers, de tailles très différentes. Donc, on distingue les micro-organismes qui sont principalement, je dirais, des bactéries et des champignons. Leur rôle, c'est de décomposer finalement la matière organique. C'est des fixateurs d'azote également. Ensuite, il y a la microfaune, donc des protozoaires, des nématodes. Eux, ce sont des micro-régulateurs, c'est-à-dire c'est un petit peu, je dirais qu'ils mangent les autres et ils maintiennent la population relativement égale dans le sol. Et puis ensuite, on a la mésofaune, donc, qui eux sont des fragmenteurs, c'est-à-dire ce sont eux qui vont aller s'attaquer par exemple aux feuilles ou aux tiges et qui vont les fragmenter pour en faire des tout petits débris. Et puis, on a la macrofaune qui, elle, est plutôt, je dirais, l'ingénieur du sol. C'est-à-dire ce sont, par exemple, les vers de terre qui vont creuser des galeries dans le sol, qui vont permettre de l'aérer, qui vont permettre aux racines de descendre, à l'eau également de pénétrer dans le sol. Et tout ce monde-là, en fait, il est indispensable au fonctionnement de nos sols. Alors, combien il y a d'individus vivants, finalement, dans le sol? Si vous prenez une petite cuillère de sol, vous avez environ, en termes de bactéries, quelque chose comme 100 millions à 1 milliard de bactéries. En termes de champignons, c'est quelques mètres de mycélium, hein, vous savez, ces filaments blancs qu'on trouve dans le sol. Ça représente également quelque chose comme 100 millions d'individus dans une petite cuillère. Des protozoaires, il y en a quelques millions, des nématodes, il peut y en avoir 1000 à 2000, des arthropodes jusqu'à 100, des oligoquètes, enfin des vers de terre jusqu'à 4 ou 5. Et ça nous fait dire que finalement, quand vous voyez ce qu'il y a dans une petite cuillère, finalement dans une poignée de sol, il y a plus d'êtres vivants qu'il n'y a d'êtres humains sur la planète. Alors, mais d'où viennent-ils? D'où viennent-ils finalement ces sols? Eh bien, ils viennent tout simplement à la base, je dirais, de la géologie. Ils viennent de ce qu'on appelle, nous, la roche-mère, donc des roches qui se sont déposées ou qui ont sédimenté au fil du temps. Et ensuite, cette roche-mère, elle va s'altérer sous l'effet du climat, sous l'effet principalement de la pluie, sous l'effet de la température, sous l'effet du gel, quand il y en a, elle va se désagréger. Ensuite, la végétation s'installe, et une fois que la végétation s'installe, il va y avoir de la matière organique qui va redescendre, qui va s'incorporer au sol. Et puis le stade suivant, ce sont des migrations, c'est-à-dire ce sont des matières minérales qui vont descendre ou qui vont se transformer dans le sol. Et tout ça va former ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon de pédologue, des horizons, c'est-à-dire des couches de sol relativement parallèles et qui ont des propriétés très différentes. Donc le sol, c'est une histoire, finalement. C'est une histoire qui peut se dérouler de 10 000 à 1 million d'années. D'où ils viennent, finalement? Ils viennent donc de la roche-mère, donc ce que j'appelle le matériau parental. Ils évoluent en fonction du climat. On va voir tout à l'heure que selon le climat, les sols sont plus ou moins profonds, par exemple. Ils évoluent en fonction du relief, ils se redistribuent par érosion, il y a de la matière qui se transporte, qui se décape à un endroit, qui s'accumule à un autre. Ils évoluent également sous l'effet des organismes vivants.
Et puis ils évoluent aussi sous l'effet du temps. C'est-à-dire qu'il y a des sols jeunes et il y a des sols vieux, de la même façon qu'il y a des gens qui sont jeunes et des gens qui sont vieux. Sauf que là, l'écart est monstrueux. C'est-à-dire qu'on a des sols qui peuvent être très très récents, qui ont 100 ans, 1000 ans, et puis on en a qui ont 1 million d'années. Alors on a donc des sols minces. Tout ça résulte dans une énorme variabilité. Donc on a des sols très minces. Ici vous avez un sol où on a juste une petite couche noirâtre où s'accumule la matière organique, et puis vous êtes directement posé sur les rochers en fait. Ici vous avez un sol un peu plus profond, c'est typiquement un sol, je dirais, de plaine française. Et puis là vous avez un sol qui fait pratiquement 30 mètres de profondeur, et ça c'est typiquement un sol, je dirais, africain ou équatorial, de type latéritique par exemple. Ah, alors je vais essayer d'articuler mieux. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on a une diversité des sols extrêmement importante, à la fois en France, mais aussi dans le monde entier. Et donc, on a quelque part un arc-en-ciel sous nos pieds. Je vais juste vous montrer quelques images de sols très différents. Donc ici, vous avez un sol argileux qu'on peut trouver sous nos climats. Ici, vous avez un sol plutôt sableux et également très organique. On le voit à sa couleur noire. C'est typiquement un sol maraîcher où on peut faire pousser des carottes bien sympathiques. Ici, vous avez un autre sol sableux qui est probablement alluvial. Le sol que je vous ai montré tout à l'heure, qui présente des couleurs très contrastées avec une couleur bleue en profondeur. Un sol nouveau différent, et puis le Graal des pédologues, le Graal des gens qui aiment les sols, c'est celui-là, c'est ce qu'on appelle un podzol. Ça vient du morus podzol qui veut dire cendre, et il se caractérise en fait par un horizon cendreux, un horizon complètement blanchi ici. Donc c'est très très joli, hein. Vous avez un horizon ici qui est une couche, un horizon qui est gris, puis quelque chose qui est pratiquement blanc, qui a perdu toute sa matière, où il n'y a pratiquement plus que du sable, et puis ensuite des accumulations ici de fer, et donc ça donne un contraste très très joli. Par contre, c'est pas terrible pour l'agriculture, et sur ces sols-là, généralement, il n'y a que de la forêt, principalement de la forêt de résineux. Mais donc, c'était pour vous illustrer qu'il y a une variété énorme. Dites-moi si je finis pas bien mes phrases. Alors, est-ce qu'il faut dire le sol ? Non, à mon avis, il faut dire les sols. Et là, je vous ai fait une petite mosaïque de sols. Tous ces sols-là sont en France. Et selon les régions, selon même parfois la parcelle, ils vont changer. Et donc, c'est important de les connaître et c'est important de les traiter, comment dirais-je, en fonction de leurs caractéristiques. Alors, maintenant, je vais passer aux fonctions des sols, finalement. Quel est leur rôle et quel est leur rôle dans l'environnement? Alors, d'abord, c'est une interface. C'est une interface qui est essentielle par rapport à la biosphère, donc par rapport à la végétation, par rapport à l'atmosphère, par rapport à ce qu'on appelle dans notre jargon la lithosphère, c'est-à-dire la roche, en fait, et puis par rapport à l'eau, hein, que ce soit l'eau souterraine ou les eaux superficielles. En fait, avec ces 4 grands compartiments de l'environnement, les sols échangent en permanence des flux, hein, des flux de particules, des flux de molécules, des flux d'éléments, des flux de gaz, des flux d'eau. Et ils sont absolument essentiels si on veut prendre en compte de façon, je dirais, systémique l'environnement. Alors, quels sont les services qu'ils nous rendent? Alors, c'est une ressource. D'abord, c'est une ressource qui est non renouvelable. C'est une ressource qui met parfois des milliers, parfois des centaines de milliers d'années à se former, et on est capable, nous, de la détruire en quelques années. Mais surtout, quels sont les services qu'ils nous rendent? Alors, le premier service auquel on pense, surtout quand on est dans le milieu agricole ou quand on est à table, c'est la production d'aliments et la production de biomasse. Sans les sols, on ne peut pratiquement rien faire pousser. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Je ferme, c'est tout. C'est bon. Excusez-moi,
Donc ce sont les sols qui nous nourrissent. Hein. En fait, 95% de l'alimentation mondiale provient des sols. Si on accepte la pêche, 95% de l'alimentation mondiale passe par les sols. Ce sont les sols aussi qui produisent des fibres. Ce sont les sols qui nous chauffent parfois, le bois par exemple. Et ce sont les sols qui nous vêtissent, par exemple le coton. Ce sont les sols aussi qui régulent des événements extrêmes, comme les inondations ou comme les sécheresses. Le sol, finalement, c'est quelque chose un peu comme... on peut comparer ça à une éponge qui va délivrer de l'eau quand il fait trop sec et que la plante n'arrive pas à boire, et qui va l'absorber quand il fait trop humide. Ce sont les sols également qui filtrent nos eaux et qui épurent un grand nombre de nos déchets. Si on n'avait pas les sols pour épurer nos déchets, pour transformer nos déchets, on serait enfoui sous des kilomètres et des kilomètres de déchets. Finalement, les sols, c'est quelque part peut-être la plus grande station d'épuration du monde. Les sols, ce sont aussi des sources de matières premières. Alors ça, c'est bien connu, hein, c'est des sols qu'on va extraire du sable, qu'on va extraire de l'argile pour faire des briques, qu'on va extraire des granulats pour construire des routes, etc. C'est également notre environnement physique et culturel. C'est là-dessus qu'on bâtit. C'est un élément de nos paysages. C'est un habitat et un patrimoine génétique immense. Environ 25% de la biodiversité. Oh non. J'ai rien fait, moi. Excusez-moi. Il est où le problème technique? Ah non, il ne faut pas mettre de timing. Parce que moi, quand je parle, je ne sais pas pendant combien de temps. Anne, tu sais enlever un timing? Alors, je sais pas, j'ai peut-être fait une bêtise. Bon, deuxième incident technique. Mais Christian, tu vas rester là. Et, donc j'en étais où? Donc c'est environ 25% de la biodiversité terrestre en fait est incluse et dans les sols. Et puis c'est également un régulateur des gaz à effet de serre. Et je vais revenir là-dessus après. C'est peut-être ça. Hein, ouais. C'est une ressource qui est très limitée en surface et en qualité. Alors je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs d'ici, mais en gros, tous les sols qui sont... En gros, déjà, il y a seulement 22% des terres émergées du monde qui possèdent des sols qui sont théoriquement favorables à l'agriculture. Et les sols qui sont le plus favorables à l'agriculture, ce sont ceux qui sont en vert et en bleu sur cette carte. Donc on voit que l'Europe est pas trop mal lotie, ça va. On a plutôt des sols qui fonctionnent bien, enfin qui produisent bien, plus exactement. Les autres zones où il y a des sols qui produisent bien, c'est tout le Middle West américain, c'est le Corn Belt américain. Également des sols intéressants en Argentine, etc. Et puis tout ce qui est jaune et rouge, on a déjà des problèmes de limitation en fait de production de rendement. Et on a 60% en fait de ces terres émergées qui sont touchées par une ou plusieurs formes de dégradation. Et puis aussi parmi les organismes vivants, il y en a un qu'il ne faut pas oublier. C'est vous, c'est l'homme en fait. Et là, on a de plus en plus une empreinte énorme sur les sols. Et le petit graphique que je vous montre figure l'empreinte de l'artificialisation en fait des sols, de l'urbanisation, avec quelqu'un ici qui veut mettre son pavillon et puis quelqu'un ici qui veut mettre son centre commercial. Alors c'est une ressource qui est soumise à de fortes pressions, et ces pressions on les connaît, et pour certaines on a des solutions. Donc la première pression importante, très importante, c'est l'érosion, à la fois par la perte en sol qu'elle entraîne, mais aussi par les dégâts qu'elle génère en aval. La deuxième, c'est une baisse éventuelle des teneurs en matière organique, je vais y revenir. La troisième, c'est la contamination, la pollution, que ce soit de façon ponctuelle ou diffuse.
La quatrième, c'est la salinisation, qui ne nous concerne pas vraiment ici en France, mais qui concerne beaucoup un certain nombre de pays très secs, de pays arides. Il y a aussi donc le problème des inondations et des glissements de terrain. Quelque chose qui nous concerne énormément en France et en Europe, et aussi dans cette région, c'est l'artificialisation, c'est la bétonisation en fait du territoire. On a également des soucis en ce qui concerne le tassement des sols, parce qu'on utilise de plus en plus des engins qui sont de plus en plus lourds. On a des inquiétudes sur une baisse de biodiversité des sols. Et puis, on a des sols, en particulier des sols forestiers, qui manifestent des signes d'acidification. Alors, je vais essayer de me concentrer sur quelques-unes de ces menaces. Je ne vais pas les détailler toutes. Je dirais que je vais d'abord vous parler des enjeux mondiaux sur les sols. Il y a des grands enjeux mondiaux actuellement. Il y a la sécurité alimentaire, food security. Il y a la sécurité de l'alimentation en eau, à la fois en quantité et en qualité. Il y a le changement climatique. Et là, on est en plein dans le sujet de la COP21, de ce qui va se passer à Paris à la fin du mois. Il y a la protection de la biodiversité. Il y a les énergies renouvelables, et en particulier le développement des agrocarburants. Et puis il y a tout un tas d'autres services écosystémiques que je ne vais pas détailler aujourd'hui. Mais finalement, au centre de tout ça, qu'est-ce qu'il y a? À chaque fois, il y a le sol. Et donc il y a un nouveau concept qui est en train d'émerger, qui est celui de sécurité du sol. En fait, on a besoin du sol si on veut assurer l'ensemble de ces enjeux mondiaux. Alors, pour assurer ces enjeux mondiaux, le sol, il faut le protéger. Et finalement, la première action à faire, c'est peut-être d'essayer de ne pas le perdre. Alors, ne pas perdre le sol, c'est en partie déjà ne pas l'artificialiser, ne pas le bétonner, en quelque sorte. Donc, je vous donne ici un chiffre. Il y a environ 20 millions d'hectares de sols agricoles qui sont convertis chaque année dans le monde pour l'expansion urbaine et industrielle. C'est-à-dire que chaque année, il y a plus que la surface des terres arables de France qui disparaît sous le béton ou sous l'asphalte. Ça représente plus de 6000 mètres carrés par seconde. Donc c'est énorme. C'est-à-dire que chaque année, on perd l'équivalent de la production agricole française. Si on regarde ce qui se passe en France, chaque seconde, en France métropolitaine, on a 27 mètres carrés qui sont imperméabilisés. C'est-à-dire que le temps que je dise ça, l'équivalent de cette salle a disparu sous le béton. Alors, il y a plusieurs questions. Comment construire sans tout couvrir? Comment préserver le mieux possible les sols, et les sols dont on espère des fonctions qui nous rendent service? Comment arriver aussi à construire des sols qui restent perméables? Comment arriver à faire que les sols urbains continuent à avoir un certain nombre de fonctions? Alors, le deuxième problème de perte des sols dans le monde, c'est l'érosion. L'érosion, finalement, détruit des sols. Alors là, je vous montre une petite carte où alors les zones qui sont, je dirais, les plus touchées par l'érosion sont figurées en rouge. Donc on voit que ce qui est principalement touché, c'est le Sahel, c'est les zones montagneuses, bien évidemment, parce que plus il y a de pentes, plus il y a d'érosion. C'est le pourtour de la Méditerranée, et c'est également, surtout, l'Asie de l'Est, et en particulier la Chine. Et donc encore quelques chiffres. On estime que par année, chaque année, on perd 24 milliards de tonnes de sol. Ça représente 3,4 tonnes de sol par habitant et par an. Et on a une perte en sol qui, dans certaines régions, peut aller jusqu'à 200 fois plus vite que sa vitesse de formation. Donc on est dans un système qui n'est pas durable. Je veux dire, si on perd 200 fois plus vite que la nature n'est capable de créer des sols, inévitablement, à un moment, on n'en aura plus. Alors il y a des causes qui sont naturelles, hein, la pluie, les pentes, la nature du sol, et puis il y a des causes qui sont d'origine humaine, comme le type d'occupation, la couverture du sol, le type de travail du sol, la suppression des haies, la suppression de certaines barrières aux écoulements, etc. Et donc on peut agir, on ne peut pas agir sur l'intensité des pluies, mais on peut agir par contre sur d'autres paramètres. Alors le gros hotspot, le gros point noir
d'érosion dans le monde, ben c'est la Chine. Donc c'est le plateau, le Siq chinois. Donc ce sont des grands plateaux limoneux qui à l'origine étaient extrêmement fertiles. À l'origine, ça représentait 530 000 km². C'est-à-dire à peu près l'équivalent de la surface de la France métropolitaine qui, elle, fait 550 000 km². Et là, on en a 90% qui a été érodé. Donc il reste quelques bandes de sol sur lesquelles il y a encore de la culture. Mais l'essentiel du paysage, finalement, maintenant, c'est ça, c'est des érosions en ravines. Et on essaye de lutter contre ça en construisant des terrasses pour lutter contre l'érosion. Alors d'autres images de ces séquences d'érosion le long des pentes. Ici, on voit typiquement des formes d'érosion. Ici, c'est de l'érosion diffuse, c'est-à-dire que ça décape tout doucement comme ça. Et puis ça se concentre ici en rigole, et puis ensuite ça forme des ravines, et finalement ça finit par arracher tout. Alors ça donne des paysages qui peuvent être très jolis, hein, mais par contre pour la production agricole, c'est pas terrible, quoi. Alors ça se passe, et voilà les conséquences en aval donc de l'érosion des plateaux limoneux chinois. Donc ça c'est le fleuve jaune, vous voyez qui porte, il est même plutôt orange ou marron en ce moment. Et il s'est accumulé tellement de sédiments, tellement de terre, de sol par érosion que le fond du lit de la rivière s'est élevé de 13 mètres et maintenant on est obligé d'endiguer complètement ce fleuve pour ne pas qu'il déborde systématiquement. Alors ça se passe aussi chez nous, à un degré moindre bien sûr, mais ça se passe chez nous. Ici vous avez des images de coulées boueuses en Haute-Normandie, pendant la coulée boueuse, et puis après, donc vous revenez chez vous, vous avez ça, quoi. Vous n'êtes pas très content. Et puis voilà un petit peu comment ça se passe. Donc ça commence généralement par ce qu'on appelle de l'abattance. Donc l'abattance, c'est un glaçage de la surface du sol sous l'effet de la pluie qui forme une croûte. Une fois que cette croûte elle est formée, l'eau se met à ruisseler dessus. Donc ça fait ce qu'on appelle de l'érosion en nappe. Ça déplace ici, vous voyez, ça commence à déplacer du sol. Et puis ça peut se concentrer. Ça concentre du ruissellement et ça commence à former ici, vous voyez, des petits ruisseaux, des mini ravines. Et puis si ça continue, si le bassin versant est suffisamment grand ou mal aménagé, on va arriver à des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on va arracher du sol sur des mètres et des mètres de profondeur. On va arracher des centaines de tonnes de sol en un seul événement pluvieux. Et puis, en aval, ça donne ça. C'est-à-dire vous retrouvez ça dans vos villages. Et voilà un autre exemple d'érosion, cette fois linéaire. Ça, c'est pris en Irlande, dans le Connemara, où on a de l'érosion qui arrache de la tourbe et qui finalement fait disparaître du sol en arrachant de la tourbe sur les bords de ces ruisseaux. Une autre menace importante sur les sols, c'est la contamination, ou la pollution, si vous préférez. Alors là, je vous montre un exemple, ça se situe autour de Paris, donc Paris est ici. Ça, c'est l'Île-de-France. Là, vous avez le Loiret, et là, vous avez l'Eure-et-Loir. Et donc, on a calculé les quantités de plomb qui s'étaient accumulées dans les sols depuis des temps historiques sur cette région. Et on s'aperçoit qu'on a un immense ballon de rugby ici autour de la région parisienne de contamination en plomb. Et puis, si on fait le calcul de la quantité qui s'est accumulée depuis ces temps-là, on arrive à un chiffre de 140 000 tonnes de plomb qui se sont accumulés sur ce territoire, c'est-à-dire environ 6 tonnes de plomb par kilomètre carré, ce qui est assez important. Alors pour l'anecdote, le point, excusez-moi, ça va recommencer. Pour l'anecdote, le point le plus pollué, il se situe ici à Paris, dans les jardins du Sénat, dans les jardins du Palais du Luxembourg. Et c'est pour ça probablement que les sénateurs ont un pas qui est un petit peu pesant. Alors, c'est pas si grave que ça finalement. On a de la contamination, mais elle n'est pas à un niveau très élevé. Si on se déplace dans une autre ville qui est Londres, là je vous montre la contamination en plomb dans Londres,
on arrive à des teneurs qui sont monstrueuses. C'est-à-dire qu'on arrive à des teneurs qui sont 200 fois supérieures à la normale. Et là, on a vraiment de grosses inquiétudes par rapport à la santé. C'est-à-dire qu'un gamin qui va dans un parc à Londres, vous avez intérêt à lui laver les mains et à ce qu'il ne suce pas son pouce pendant qu'il est en train de jouer. Alors maintenant, je vous montre un autre type de contamination qui est présente d'ailleurs dans votre région. Alors, est-ce que c'est de la contamination? Pas forcément. Ça dépend de ce qu'on fait avec. Donc, c'est les teneurs en cuivre, extraits, c'est des teneurs en cuivre. Alors, ici, plus les points sont gros, plus vous avez des teneurs en cuivre importantes dans les sols. Alors bon, il n'y a pas de secret, hein, on voit très bien l'impact des vignobles. Bon, c'est la bouillie bordelaise, tout le monde s'y attendait. Ça ne présente pas de danger pour la vigne en particulier, parce que la vigne est extrêmement tolérante au cuivre. Par contre, ça peut présenter un inconvénient, si jamais vous abandonnez la vigne et vous voulez faire autre chose. Et ça s'est passé en particulier lors de certaines reconversions, où on a arraché des vignes dont on ne voulait plus, et puis on veut faire pousser du blé ou quelque chose, et puis là on n'y arrive pas, parce qu'en fait, on ne peut plus faire que de la vigne ou de l'arboriculture là-dessus. Et puis, il y a d'autres endroits qui ne sont pas liés du tout à la viticulture. Hein. Vous voyez qu'il y a de la contamination dans la région parisienne ici, il y en a ici dans le Nord-Pas-de-Calais, il y en a ici en Bretagne. Et donc, en région parisienne et dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est une origine industrielle. Je veux dire, c'est de la métallurgie principalement. Et puis, en Bretagne, c'est principalement des épandages de lisier de porc. Et puis, je vais vous montrer maintenant un exemple qui est assez terrible, qui est celui de la chlordécone aux Antilles, aux petites Antilles françaises. Donc là, j'ai pris un exemple en Basse-Terre de Guadeloupe. Donc la chlordécone, c'est un insecticide qui a été épandu pour lutter contre le charançon de la banane à certaines périodes. Ensuite, il a été interdit parce qu'on a découvert qu'il était extrêmement toxique. Mais malheureusement, cet insecticide, on n'arrive pas à s'en débarrasser. On n'a pas trouvé encore la bactérie qui arrive à le débobiner, entre guillemets, et donc il reste dans le sol. Et on a calculé que pour arriver à décontaminer les sols de Basse-Terre, la moitié des sols de Basse-Terre, il nous faudrait à peu près 2 siècles. Et que si on voulait décontaminer tout, il nous en faudrait à peu près 8. Donc c'est un exemple de catastrophe écologique, mais la chlordécone n'a pas été épandue partout dans le monde, heureusement. Alors, il y a d'autres endroits dans le monde où il y a des catastrophes en termes de contamination des sols, et en particulier en Chine. Donc la Chine pendant longtemps a caché un petit peu le problème de ces sols, parce que c'était politiquement incorrect de dire qu'elle avait des sols contaminés. Et puis, depuis quelques années, ils se sont mis, je dirais, à l'écologie, entre guillemets. Et ils ont fait un chantier sur les sols et ils ont commencé à analyser la qualité de leurs sols. Alors voilà par exemple le genre de catastrophe. Donc voilà par exemple pourquoi ils ont fait ça. Ici, le carré beige, là, c'est la surface de la Chine. Le carré vert, c'est la surface cultivable en Chine. Et le carré rouge, c'est la surface qui est tellement contaminée qu'on ne peut plus rien cultiver dessus, qu'on ne peut plus rien vendre avec. C'est-à-dire qu'on a à peu près 20% de la surface cultivable de Chine qui est invendable, qui est incultivable. Et ça coûte extrêmement cher. Les pertes de céréales contaminées en Chine, ça représente un coût de 2 milliards d'euros par an. Alors du coup, pourquoi? Voilà un exemple de type de contamination qu'on trouve en Chine. Par exemple, ici c'est une mine à ciel ouvert de cuivre. Pour vous donner l'échelle, le petit point noir qu'on voit là, c'est un camion de 50 tonnes, quoi. Et donc, il décape la montagne comme ça, à ciel ouvert. Ensuite, il malaxe les roches pour en extraire le minerai de cuivre. Après, il y a des effluents qui restent. Donc, ils font des lagunes, mais ces lagunes, de temps en temps, elles débordent. Et donc, tout ça part dans les eaux du fleuve. Et ensuite, ça sert pour l'irrigation. Donc, on comprend bien qu'on a des problèmes de contamination liés
liées à cette exploitation minière qui est mal contrôlée. Je vais vous parler maintenant un petit peu des matières organiques des sols, et puis du carbone, et puis du rôle des sols pour l'atténuation du changement climatique. Alors, un petit schéma, ça va vous rappeler vos cours de seconde ou de première. Donc, dans l'atmosphère, il y a du gaz carbonique, hein, il y a ce qu'on appelle du CO2. Et puis, la végétation, les végétaux, vont capter ce CO2, vont capter ce gaz carbonique pour leur croissance via un phénomène dont vous avez dû entendre parler qui s'appelle la photosynthèse. Donc, ils vont capter ce gaz carbonique et ils vont s'en servir pour construire en fait leurs organes. Et donc, ce carbone qui était ici dans l'atmosphère, il va se retrouver dans la végétation. Ensuite, cette végétation, elle va pouvoir subir plusieurs sorts. Dans nos pays, la plupart du temps, elle part dans des filières, c'est-à-dire qu'on va la récolter. On va récolter du blé, on va récolter du bois, on va récolter du coton, etc. Donc elle va partir comme ça. Une partie de cette végétation va mourir ou va rester sur place, sur le sol. Par exemple, la litière, les pailles, etc. Et cette partie de végétation, on peut décider, par exemple, de la brûler. Ça se fait de temps en temps, de brûler des pailles ou des choses comme ça, même si souvent maintenant c'est interdit. Et donc, du coup, le carbone qui était là, il va repartir directement dans l'atmosphère sous forme de CO2. Ou bien on peut l'incorporer au sol. Et là, ça va devenir ce qu'on appelle les matières organiques du sol, qui sont composées à 50% de carbone. Donc, et ces matières organiques du sol, un jour ou l'autre, sous l'effet de l'activité microbienne, elles vont finir par retourner également à l'atmosphère sous forme de CO2. Donc finalement, il y a 4 façons de gérer le carbone en utilisant la végétation. Soit on joue sur le point 1, c'est-à-dire qu'on essaye d'augmenter ce qui est stocké dans la végétation. Soit on joue sur le point 2, c'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte que les filières qui stockent du carbone durent le plus longtemps possible. Pour vous donner un exemple, c'est pas la même chose de stocker du bois sous forme d'allumettes que de stocker du bois sous forme d'une charpente, par exemple, ou d'un plafond à la française. Donc, dans un cas, ça va durer 1 an, dans l'autre, ça va durer 2 ou 3 siècles. Soit on joue sur ce point-là, c'est-à-dire on arrête de brûler des pailles et on les incorpore au sol. Soit on joue sur celui-ci, c'est-à-dire on adopte des techniques qui permettent de faire en sorte que ce carbone minéralise moins vite, que ce carbone reparte moins vite à l'atmosphère. Donc, par exemple, on fait en sorte de réduire l'intensité du travail du sol. Alors, si on regarde maintenant à l'échelle mondiale ce qu'on a comme stock de carbone dans les matières organiques du sol, on aurait quelque chose comme 2400 milliards de tonnes sous nos pieds de carbone. Alors, ça ne vous dit rien, mais après, je vais comparer avec d'autres stocks de carbone. Puis, ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a un gradient. C'est-à-dire que dans le nord, de l'hémisphère nord, on a des teneurs en carbone qui sont extrêmement importantes. Hein, plus c'est foncé, si vous ne voyez pas la légende, plus c'est foncé, plus il y en a. Et tout simplement parce que ce carbone, il reste sur place, parce que il fait tellement froid qu'il n'y a pas d'activité microbienne pour le dégrader. Donc, il s'accumule sous forme de tourbe en particulier. Et puis donc ce gradient, il va comme ça, il descend vers le sud. Et puis ici, vous avez des endroits où il y a très très peu de carbone. Et là, c'est tout simplement parce que c'est tellement sec, c'est tellement aride, qu'en fait, il n'y a aucune entrée de carbone dans le sol. Il n'y a pas de végétation qui pousse, donc il ne peut pas y avoir de carbone, de matière organique. Alors, si on regarde un petit peu des stocks globaux et des flux globaux à l'échelle du monde, si on regarde ces 2400 milliards de tonnes, on arrive à la conclusion que finalement, si on arrivait à augmenter simplement de 4 pour 1000 par an ces stocks de carbone, ces stocks de matière organique, ça suffirait à compenser l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre en CO2 mondial. Alors, je vais vous donner maintenant quelques chiffres. Donc, 2400, tout ça c'est en milliards de tonnes de carbone. Donc, on a 2400 milliards de tonnes de carbone dans les sols. Dans la végétation, on en a beaucoup moins, puisqu'on aurait, dans toute la végétation mondiale, on est autour de 550 milliards de tonnes. Et dans l'atmosphère, on est autour de 800 milliards de tonnes. Donc la première chose à retenir, c'est qu'il
Il y en a beaucoup plus dans le sol que dans l'atmosphère et dans la végétation. Ça, c'est les stocks. Maintenant, si on regarde les flux annuels, c'est-à-dire ce qu'on émet et ce que la végétation ou les océans absorbent, en termes d'émissions de gaz à effet de serre liées à la combustion des énergies fossiles, on émet annuellement environ 9 milliards de tonnes. En termes de déforestation et de brûlis, on émet à peu près 1 milliard de tonnes, 0,9 milliards de tonnes. La végétation et les sols, eux, en absorbent environ 3. L'océan, environ 3,6. Et donc, il y a une balance, il y a un flux annuel, c'est-à-dire que tous les ans, on enrichit l'atmosphère de 4,3 milliards de tonnes de carbone, et c'est ça, en fait, l'effet de serre, finalement. Et donc, si on fait un petit calcul, et qu'on se dit, ce stockage-là, ici, je vais essayer de l'augmenter de 4 pour 1000, on arrive à un chiffre de 9,6 milliards de tonnes qu'on pourrait stocker dans nos sols, ce qui correspond finalement, grosso modo, à nos émissions annuelles. Donc on a un potentiel de stockage qui est extrêmement important pour compenser les émissions de gaz à effet de serre. Alors maintenant, les sols, ça sert ça sert énormément à nourrir l'humanité et on a des gros soucis avec ça. Parce qu'on a un problème de sécurité alimentaire, on a un problème de pénurie alimentaire à l'échelle mondiale. Et donc là, je vous montre une carte de la pénurie alimentaire. Donc, quand c'est vert foncé, on mange bien, on mange même peut-être trop. Donc, c'est notre cas à nous. C'est le cas aux États-Unis aussi. Et puis, plus c'est jaune, moins on mange bien, plus on est mal nourri. Et bon, il n'y a pas de surprise, hein, c'est essentiellement l'Afrique subsaharienne qui souffre de malnutrition, et puis certains pays comme la Mongolie, l'Inde. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça et quelle est la raison de ceci? Il y a une des raisons qui est l'entretien des sols. Et là, ce que je vous montre ici, c'est les apports moyens d'engrais minéraux, donc en azote, potassium, phosphore, par continent. Donc, à notre grande surprise, nous, on pensait qu'on était des très gros consommateurs d'engrais. Et puis, en fait, non, les plus gros consommateurs, c'est l'Asie de l'Est et c'est l'Asie, qui nous dépasse très, très largement. Par hectare, hein, c'est pas une histoire de surface, hein, c'est par hectare et par an. Et puis, le grand perdant dans l'affaire, c'est l'Afrique subsaharienne, qui, en fait, n'apporte pratiquement rien. Ici, la moyenne des apports, c'est une dizaine de kilos, alors que nous, on est à 130. Et alors, si on regarde maintenant ce qui se passe en termes de pertes, parce qu'il faut faire un bilan entre ce qu'on apporte au sol et ce que les sols perdent. Ici, c'est une carte en Afrique qui vous montre les pertes moyennes par an en éléments nutritifs. Et on s'aperçoit que pratiquement tous les pays d'Afrique sont en déficit chronique. C'est-à-dire qu'ils perdent systématiquement des fertilisants, ils perdent systématiquement des nutriments. Donc c'est un peu la spirale de la pauvreté, hein, parce qu'ils n'ont pas d'argent pour acheter les engrais, donc ils en mettent très peu. Donc ils font un faible rendement, donc ils ont encore moins d'argent, donc ils en mettent encore moins, et ainsi de suite. Et on arrive à une situation où finalement il y a plus rien qui ne pousse. Donc là, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire pour tout faire pour essayer d'accroître l'utilisation d'engrais. Alors c'est pas forcément des engrais minéraux, hein, ça peut être des engrais organiques, ça peut être du recyclage, en particulier des produits organiques qui proviennent des villes, etc. De façon à ce qu'on arrête finalement cette spirale de la pauvreté. Excusez-moi, il faut que je boive, je commence à avoir la bouche sèche. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire finalement? Alors je liste pas tout entièrement, mais c'est quelques principes. Pour lutter contre l'érosion, avant tout, faire en sorte que le sol ne soit pas nu, donc couvrir le sol en permanence. Pour ça, il y a des tas de techniques qui existent. Hein. Ça peut être du semis sous culture végétale, sous couverture végétale, pardon. Ça peut être l'installation de cultures intermédiaires systématiques. Faire en sorte qu'on n'ait pas du sol nu
de façon à ce qu'il y ait toujours la végétation ou quelque chose qui le protège par rapport à l'impact des gouttes de pluie. Également, réduire peut-être l'intensité des labours. Le deuxième grand principe, c'est de faire en sorte que les sols ne s'appauvrissent pas, et donc faire en sorte de restituer au sol, à minima, les nutriments qui sont exportés. Donc azote, phosphore, potasse, calcium, magnésium, etc. Donc ça, c'est un problème de raisonnement de la fertilisation. C'est aussi une question probablement de meilleur recyclage de nos déchets. Actuellement, il y a beaucoup de déchets qu'on brûle et qui pourraient être utilisés, qui pourraient être compostés pour retourner au sol et apporter en particulier du phosphore, de la potasse, de l'azote. Troisième grand principe, c'est d'essayer de conserver de bonnes propriétés au sol et en particulier de gérer leur statut en matière organique, de faire en sorte d'avoir des sols qui aient des teneurs en matière organique importantes, parce que dans ces cas-là, on est gagnant-gagnant, parce que les matières organiques, c'est pas seulement important pour l'effet de serre, mais c'est également important pour tout ce qui est stabilité de la structure, pour tout ce qui est rétention en eau, pour tout ce qui est rétention en éléments minéraux. Donc, faire en sorte de bien gérer la matière organique des sols. Le quatrième principe, donc lutter contre l'effet de serre, donc stocker du carbone dans le sol. J'en ai déjà parlé tout à l'heure, hein, ça peut être réduire l'intensité du travail du sol. Mais ici, l'exemple que je vous montre, c'est par exemple abandonner le brûlis des cannes à sucre avant récolte. Parce que ce brûlis-là, il dégageait directement du CO2, alors que ces feuilles de canne à sucre, elles pourraient enrichir les teneurs en matière organique des sols. L'autre principe qui est peut-être un peu plus difficile à mettre en œuvre, parce qu'il est très, très politique et il a des enjeux importants, c'est d'essayer de contrôler l'artificialisation, donc de faire en sorte que qu'on arrête de bâtir n'importe où, de faire en sorte qu'on essaye plutôt de construire les villes dans les villes, de faire en sorte d'essayer que les friches industrielles, par exemple, qui existent autour des grandes cités, soient plutôt utilisées pour de l'urbanisation, plutôt que laissées comme ça en friche. Et donc ça, c'est vraiment une problématique de politique locale, hein, c'est faire rentrer les sols dans les SCOT, dans les PLU, etc. Et quand une mairie ou quand un canton décide d'un aménagement, d'avoir à minima, au minimum, une carte de sol pour pouvoir choisir s'il faut vraiment en artificialiser, lesquels il faut artificialiser. Essayer de végétaliser, de désimperméabiliser les sols urbains. Les sols urbains qui sont complètement bétonnés, c'est souvent une catastrophe environnementale, parce que ça accélère l'érosion, parce que ça entraîne plus rapidement des contaminants vers les eaux, parce que ça accélère également les inondations. Contrôler les contaminants et décontaminer ce qui est contaminé, et puis protéger et étudier la biodiversité du sol. Alors, juste un exemple sur l'importance de la biodiversité, un exemple qui porte sur la santé. Donc la streptomycine, c'est produit par un champignon du sol, un actinomycète, et c'est ça qui a permis de découvrir le premier antibiotique contre la tuberculose. Et ça a donné lieu à un prix Nobel de physiologie et médecine en 1952. Mais ça continue, c'est-à-dire qu'on en découvre tous les jours. Il y a des articles qui sortent tous les jours dans des revues médicales sur de nouveaux antibiotiques. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a environ 70% des antibiotiques que vous trouvez dans vos pharmacies qui proviennent de l'étude des micro-organismes du sol. Après, il y a des enjeux politiques et économiques mondiaux dont j'ai envie de vous parler un petit peu. C'est le fait qu'on a un accès au sol qui est très inégal, et ça donne lieu à ce qu'on appelle l'accaparement des terres. Et voilà comment ça se passe, c'est-à-dire qu'on va acheter de la terre quelque part et souvent exproprier des gens. Donc le petit graphique ici, donc la dame africaine dit ma terre c'est ma vie, et le businessman arrive et lui dit je vous achète les deux. Alors, pourquoi ça se passe comme ça? Ça se passe parce qu'on a un accès au sol qui est très inégal. Donc là, je vous mets les superficies comparées de la Chine et de la France. Je vous mets maintenant les populations comparées de la Chine et de la France. Vous voyez que les Chinois sont beaucoup plus nombreux que nous. Bon, ça, c'est pas un scoop. Et maintenant, je vous mets la surface agricole disponible par habitant comparée entre la Chine et la France.
Donc ça veut dire que le Français moyen, eh bien, il a 4 à 5 fois plus de terres disponibles pour manger que le Chinois. Alors, pourquoi ça se passe comme ça? Parce pourquoi il y a cet accaparement des terres? Il y a un contexte mondial qui fait ça. Le premier contexte, c'est la crise alimentaire. Donc, les pays ont envie d'assurer la sécurité alimentaire. Donc, ils vont aller acheter ou louer des terres ailleurs dans le monde pour être sûrs de pouvoir nourrir leur population. Le deuxième contexte, c'est une crise financière. C'est-à-dire que les sols vont devenir un bien rare. Donc, il y a des gens qui investissent, qui spéculent en fait, qui achètent du sol en se disant bientôt il vaudra beaucoup plus cher et je pourrai gagner de l'argent en le revendant. Et puis tout ça c'est accentué par une crise énergétique liée aux agrocarburants en particulier. Alors les acheteurs, bien entendu, c'est les pays riches, c'est les puissances pétrolières, ce sont les multinationales, et puis les achetés, ce sont les pays pauvres, ou alors des pays dont le modèle agraire a été un petit peu déstructuré récemment. Alors voilà comment ça se passe, les échanges. Donc les petits losanges violets, c'est surtout les acheteurs. On voit qu'il y en a beaucoup en Europe, qu'il y en a aux États-Unis, qu'il y en a en Chine, qu'il y en a dans les pays pétroliers. Et puis les achetés, c'est les gros ronds rouges. Donc vous voyez que ça touche beaucoup l'Afrique de l'Est en particulier. Ça touche l'Indonésie, ça touche le Brésil, ça touche l'Ukraine, ça touche la Russie. Et puis le petit graphique ici vous montre donc l'augmentation du prix des terres, ici pour par exemple la Roumanie. Donc en Roumanie, l'augmentation du prix des terres en 10 ans a augmenté de 35% tous les ans. C'est-à-dire qu'en 10 ans, de 2002 à 2012, le prix des terres a augmenté de 1817%. Donc vous comprenez pourquoi il y a des gens qui investissent là-dessus. Alors les conséquences de cet accaparement, souvent, le plus souvent évoqué, c'est une baisse de la production vivrière, en particulier pour les pays africains, parce qu'il y a une certaine délocalisation qui se fait, donc délocalisation des petits exploitants. Il peut y avoir une sous-exploitation partielle des terres, parce qu'il y a des gens qui vont investir sur des sols, mais qui ne vont rien faire dessus, parce qu'en fait, ils attendent juste que le prix monte. Ou alors une surexploitation, c'est-à-dire qu'ils vont louer des terres, ils vont les épuiser le plus possible, et puis une fois qu'ils en ont tiré tout ce qu'ils pouvaient, ils vont passer et aller en louer d'autres. Et puis cette augmentation du prix des terres dont je vous ai parlé. Alors, je vais commencer à conclure. Je crois qu'il est temps. Pourquoi c'est important de s'occuper des sols? C'est important, vous l'avez vu, ça nous nourrit, ça filtre nos eaux, etc. C'est important pour nous, c'est important pour les autres, parce que c'est un problème vraiment global. Puis c'est important aussi pour les générations futures, parce que finalement, ce patrimoine, c'est la nature, ou c'est nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, etc., qui nous l'ont légué. Donc, en fait, on n'hérite pas vraiment la terre de nos ancêtres, mais par contre, on l'emprunte à nos petits-enfants. Et ça, c'est important à retenir. C'est pas moi qui dis ça, c'est Saint-Exupéry. Et donc, mon message, vous l'avez compris, c'est sauver nos sols, save our soils. Et donc, ça fait comme ça, SOS. Alors, il y a des initiatives mondiales actuellement qui ont été mises en place. Donc, on s'en préoccupe réellement au niveau mondial actuellement. Donc, il y a la FAO qui a mis en place un partenariat global sur les sols et un groupe d'experts sur les sols pour essayer de proposer des solutions mondiales, en fait, ou en tout cas des conseils mondiaux. Il y a les Nations Unies qui ont déclaré 2015 année internationale des sols, en essayant de faire en sorte que tout ça ait un poids politique. Donc toutes ces actions-là, elles sont quand même très importantes parce qu'elles permettent de faire remonter les sols dans l'agenda politique mondial. Également, elles permettent de faire rentrer les sols dans toutes les grandes conventions internationales et puis que certains pays s'engagent, finalement, que tous les pays finalement de la FAO s'engagent à respecter un certain nombre de principes sur la bonne gestion de leurs sols. Alors tout ça, il faut que ça se relaie, c'est bien beau parce que c'est bien d'avoir des initiatives mondiales, mais les sols, ça se gère plutôt nationalement ou régionalement, voire localement. Donc là, vous avez une série, je ne vais pas les détailler tous, mais vous avez une série d'exemples, d'actions qui se sont déroulées en région ou des expos qui ont eu lieu à différents endroits
où on essaye finalement de communiquer sur les sols. Et finalement, ce que je suis venu faire ici, aujourd'hui, c'est ça, quoi. Alors, en particulier, ici, j'ai mis l'image de l'état des sols de France. Donc, c'est ce fascicule-là. Vous l'avez en gros volume ou bien en synthèse. C'est gratuit, vous pouvez vous servir. Et puis, là, vous avez la BD dont je vais vous parler. Alors, j'ai sauté un truc, mais le sol c'est beau, le sol c'est magnifique. Ici vous avez des dessins d'un pédologue, donc d'un spécialiste du sol en 1950, qui vous montre tous les contrastes qu'on peut observer dans un sol et qui vous montre bien la notion dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est la notion d'horizon, c'est-à-dire de couches avec des propriétés et des couleurs, de couleurs différentes. Et puis le sol c'est rigolo, donc avec Anne Richer-Deforge ici présente, qui est la dessinatrice, et puis un certain nombre de co-scénaristes dont je fais partie. On s'est dit que pour communiquer sur le sol, finalement, on allait faire des BD dont le héros serait un ver de terre, qui s'appelle Childéric le Lombric. Et on en a amené quelques-unes, et Anne est prête à vous les dédicacer tout à l'heure. Et voilà, ça se présente comme ça. Donc c'est fait. Le dessin est à l'encre de Chine ou à l'acrylique, et la mise en couleur est faite à l'aquarelle. Et c'est tout public, à condition de savoir lire. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Dominique pour cette communication très large sur tout ce qui concerne les sols. Vous avez compris qu'on a placé dans notre cycle de conférences La nature et nous cette communication en premier et avant la fin de l'année 2015, car comme il l'a dit, l'année 2015 a été décrétée année internationale des sols. Et donc, on devait en parler plus tôt cette année que l'année prochaine. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a dû choper Dominique entre X voyages. Avant-hier, il était au Canada. Hier, il était à Lyon. Il est là ce soir. Demain, il sera à la COP, enfin demain ou après-demain à la COP 21 et puis ensuite à Rome. Voilà. Donc, merci Dominique d'avoir fait le détour. Donc on peut ouvrir la discussion et je vais vous circuler avec le micro si vous avez des questions à poser. Pourriez-vous nous dire d'où vient le plomb? Je comprends pour le cuivre, mais le plomb, je ne vois pas très bien son origine. Alors, pour le plomb, dans la région parisienne et dans le Nord-Pas-de-Calais, alors dans la région parisienne, on pense que c'est essentiellement du plomb lié à l'essence plombée avant son interdiction. Ce qu'il faut savoir, c'est que le plomb, il reste très fixé dans le sol. Donc quand vous trouvez du plomb, ça peut être du plomb qui a 100 ans, 50 ans, etc. Donc on pense qu'il est surtout lié à la circulation automobile, les contaminations en plomb autour de Paris et autour des grandes villes. Pour ce qui est de la région de Nord-Pas-de-Calais, on pense que c'est plutôt lié à de l'industrie métallurgique, parce que quand on fait de la métallurgie, il y a toujours un petit peu de plomb dans n'importe quel mélange minéral, et donc ça peut en dégager aussi. Il y a une autre source de contamination possible, qui est le recyclage des batteries, etc. Après, il y a du plomb naturel aussi. Quand je vous montre une carte de plomb de France, il y a un certain nombre de zones où il y a des teneurs en plomb élevées, qui, elles, proviennent en fait de la roche-mère, parce que la roche en contenait initialement. Oui, bonsoir. Dans votre exposé, vous n'avez pas du tout parlé de la démographie.
C'est volontaire ou ça n'a rien à voir? De la démographie. Si, mais j'ai dû le zapper. J'ai un transparent où je parle de l'augmentation de la population mondiale avec 9 à 10 milliards de personnes à l'horizon 2050. Et donc, il faudra bien les nourrir. Et également, où je pointe le fait qu'il y a quelque chose qui est préoccupant en Afrique subsaharienne, c'est que la démographie c'est l'endroit où on meurt le plus de faim finalement, mais c'est aussi l'endroit où la démographie est la plus galopante. Donc, je sais, oui, je devais en parler, mais je l'ai zappé, je ne sais pas pourquoi. Pour moi, c'est un gros problème vis-à-vis de la sécurité alimentaire, principalement. Vis-à-vis de la sécurité alimentaire, l'augmentation démographique dans certains pays. C'est eux qui mangent le moins bien et ceux qui vont être les plus nombreux. Donc il y a quand même une équation à résoudre. Oui, si je peux ajouter un mot, là où la démographie, la démographie est la plus importante, c'est aussi là où on est le plus pauvre. Donc il y a un enchaînement entre tout ça, et c'est aussi là, puisqu'on est le plus pauvre, ce qu'a dit Dominique, où on a le moins d'apport de fertilisants à l'hectare. Et donc on ne peut pas produire plus de blé ou de mil ou de sorgho si on ne change pas les règles de fertilisation des sols. Que cette fertilisation, elle soit chimique, ou elle soit naturelle, on va dire, avec des produits recyclés, organiques. Mais le vrai problème, il est là. Et si on est bien nourri chez nous, c'est parce qu'on est capable, parce qu'on a la richesse aussi, et on est capable d'ajouter à nos sols chaque année 150 ou 200 kg d'engrais. Quand on n'en ajoute que 3 ou 5, et que la plante en exporte 20, évidemment, on appauvrit son sol. Donc, par contre, on n'appauvrit pas la démographie. Donc, effectivement, c'est le point crucial qui n'est pas qu'un point démographique. La démographie pèse, mais il n'y a pas que ça qui compte. Il y a aussi l'input économique qui ne va pas sortir tout seul si ces pays ne sont pas aidés, et notamment dans leur accès à la fertilisation, entre autres. À tous les intrants. Ce n'est pas que les engrais, c'est aussi l'eau, c'est aussi l'énergie, c'est aussi éventuellement les molécules pesticides, herbicides, parce que entre apporter 150 d'un côté et 0 de l'autre, il y a un milieu qu'il faut trouver. Et l'Afrique subsaharienne est très très basse dans tous les cas. Quelle est l'importance des pesticides, des herbicides? Quelle est l'importance des pesticides, des herbicides dans l'appauvrissement du sol, dans la mesure où ils doivent tuer pas mal de petites bestioles? Et est-ce qu'il est envisageable de nourrir l'humanité, y compris en tenant compte de l'augmentation de la population, avec une alimentation dite bio? Alors, il y a deux questions là-dedans. Il y a deux questions. La première, c'est l'importance des pesticides, des herbicides. C'est sûr que les pesticides, c'est des biocides, quoi. Donc, c'est certain qu'à partir du moment où vous apportez un certain nombre de biocides sur vos sols, vous allez modifier la population microbienne, par exemple. Vous allez aussi modifier tout un tas d'autres animaux. Par exemple, c'est très connu que quand vous apportez des produits anti-limaces sur un maïs, vous flinguez en même temps les vers de terre. Donc vous changez la population et dans la plupart des cas, vous allez diminuer l'activité biologique. Ça, c'est un fait. La deuxième question, c'est est-ce qu'on peut nourrir le monde uniquement avec du bio ?
À ça, je réponds non. Je réponds non pour 2 raisons, parce que on sait très bien que si on fait que du bio, on n'arrivera pas au même niveau de production qu'avec des engrais minéraux, en particulier. Le bio proscrit les engrais minéraux de synthèse, quoi. On n'y arrivera pas, d'une part, et je dirais on y arriverait facilement si on était 2 milliards. Jusqu'à 2 milliards ou 3 milliards d'individus sur la planète, je pense qu'on pourrait faire du tout bio. Si on arrive à 9 milliards, à mon avis, on n'y arrivera pas. Et le troisième point de réponse, c'est que il faut quand même garder en tête que si on n'a pas de moyens de lutte du tout, si un jour il y a un gros ravageur qui arrive et qui se met à tout détruire, là on va aller sur une famine abominable. Donc il faut se garder des cartouches quelque part. Je veux dire, il faut qu'on ait de quoi lutter contre un ravageur qui nous arriverait et qui se mettrait à détruire entièrement nos vignes ou nos blés ou des choses comme ça. Donc le tout bio, ok, vous pouvez le faire dans votre jardin. Moi, je le fais dans mon jardin, mais je n'y crois pas pour nourrir l'ensemble de la planète. Je préfère le terme raisonné, c'est-à-dire il ne s'agit pas de balancer des pesticides à tire-larigot en se disant je prends une assurance. Il s'agit de la raisonner au mieux possible et d'en mettre le moins possible uniquement quand c'est nécessaire. Et pour les engrais, c'est la même chose. Il s'agit de mettre exactement la dose d'azote qu'il faut au bon moment pour éviter d'aller polluer les nappes, par exemple, quoi. C'est tout un problème de raisonnement agronomique. Oui. Oui. Chacun son tour. Oui. Ça va? Ça marche? Oui, vous avez dit que en culture biologique, les rendements étaient plutôt plus faibles. Or, depuis 1973, j'avais commencé de la culture biologique et j'avais de meilleurs rendements, notamment en tournesol, que mes voisins qui étaient en chimie. Oui, ben vous êtes peut-être un cas exceptionnel, mais les statistiques, je dirais les statistiques françaises ou mondiales montrent qu'on est, disons, à peu près à 20% de moins en bio qu'en... Alors ça se compense parce qu'ensuite en bio, souvent c'est vendu plus cher. Donc en termes économiques, ça se compense. Mais les stats montrent ça. Parce qu'on a a priori, on lutte moins contre les maladies. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas faire du bio, hein. Ce que j'ai dit, c'est que je ne croyais pas au bio pour l'ensemble de la planète. J'ai rien contre le bio du tout. Je pense même qu'il devrait augmenter en France. Alors, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, entre autres pour lutter contre les gaz à effet de serre donc qui sont responsables du réchauffement climatique, il faudrait stocker le carbone dans le sol. Donc, je suppose à l'aide en particulier de recyclage d'éléments organiques. Mais alors, comment vous voyez ça à grande échelle? C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut nous permettre parce que vous avez parlé de 4%, qu'est-ce qui peut nous permettre d'atteindre cet objectif? Alors, c'est 4 pour 1000, hein, c'est pas 4%. Il y a plein de techniques qui permettent d'aller vers cet objectif. Une des premières techniques en grande culture, hein, c'est la réduction de l'intensité du travail du sol, c'est-à-dire adopter un travail du sol réduit et diminuer l'intensité des labours, parce que plus vous labourez, plus vous minéralisez votre matière organique et donc plus vous relarguez de carbone finalement dans l'atmosphère. Donc ça, c'est des techniques de travail du sol. Vous pouvez aller jusqu'à abandonner complètement le labour, à faire du semi-direct sous couvert végétal ou des choses comme ça. La technique aussi, c'est de couvrir son sol en permanence, c'est de faire en sorte que les entrées de carbone via la végétation soient les plus importantes possibles. Donc de ne pas avoir du sol nu, par exemple, d'avoir des cultures intermédiaires entre un blé et un maïs, de ne pas laisser le sol nu, mais d'aller installer un engrais vert entre-temps.
pour qu'il y ait toujours une couverture du sol et qu'il y ait toujours des inputs de carbone en fait dans le sol. Et ça, c'est généralisable, je dirais, pratiquement toutes les terres cultivées. Après, vous m'avez dit effectivement un meilleur recyclage. Oui, effectivement, il y a beaucoup de matières organiques à l'échelle mondiale ou même à l'échelle française qui actuellement sont brûlées. Et on pourrait, à condition de s'assurer qu'elles ne contiennent pas des éléments indésirables, etc., on pourrait très bien envisager de les composter et de les faire retourner au sol. Et ça ferait retourner non seulement de la matière organique, mais ça ferait retourner aussi des éléments minéraux, hein, de l'azote, du phosphore, etc. Et on serait, du coup, on produirait moins d'engrais minéraux et on serait plus bio, entre guillemets. Mais là, il y a quand même il y a deux soucis vis-à-vis de ça. Il y a est-ce que ces produits-là, on est certain de leur innocuité, et donc il faut vraiment travailler là-dessus. Et donc je vous engage, par exemple, à trier vos poubelles ou à faire en sorte que voilà, il n'y ait pas des piles dans des choses qui vont ensuite être compostées. Donc ça, c'est le premier enjeu, je crois. Et ensuite, le deuxième enjeu, c'est ça, c'est jouable autour des zones de production. Mais on ne va pas aller prendre du compost parisien ou même nîmois pour aller les pendre à 350 km parce que ça coûterait trop cher et ça consommerait plus de CO2 finalement que ça n'en rapporte. Donc c'est limité en surface, mais c'est un gisement qui est important et sur lequel il faut travailler. Moi, c'est une question toute bête. Je voudrais savoir à peu près l'épaisseur moyenne de la terre arable sur la Terre, sur le monde. Ah. Ben la terre dite arable, c'est assez facile parce que la terre arable, c'est la terre qu'on cultive, c'est la terre qu'on laboure. Donc ça dépasse rarement 30 cm et ça peut aller je dirais de 10 à 30 cm. Si c'est la définition terre arable. Mais après, si votre question c'est la définition des terres, la profondeur des sols qui possèdent des terres qu'on est capable de cultiver, là j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse moyenne mondiale parce que je me suis jamais amusé à faire le calcul. Ça va. Si je prenais un exemple, par exemple en France, l'épaisseur moyenne d'un sol en France, j'essaye de calculer ça de tête, c'est 90 cm, 1 mètre. Il y a des sols qui font 3 mètres, il y en a qui ne font que 10 cm, mais en moyenne en France, c'est 1 mètre. Si vous allez en Afrique, ça va être, ça peut être 20 mètres, ça peut être 10 mètres. Donc, oui, la terre arable, oui, c'est ça, c'est 20 cm. Ce qu'on cultive, ce qu'on laboure, c'est 20-25 cm. En France, l'épaisseur, on a pu calculer ça avec nos bases de données, je veux dire l'épaisseur moyenne de la couche labourée en France actuellement, elle est de 24 cm,1, si vous voulez un chiffre précis. Mais et ça, c'est basé sur des milliers et des milliers de coupes qu'on a observées. Mais il n'y a pas que l'épaisseur du labour qui compte, il y a toute l'épaisseur du sol. Que pensez-vous des cultures hors sol ? Ben, je pense que ce n'est pas la solution non plus pour nourrir la planète. Et je pense que si on veut éviter l'utilisation excessive d'engrais minéraux, c'est peut-être pas la solution non plus. Alors bon, c'est peut-être très intéressant si vous voulez faire un certain nombre de produits de niche qui vont... Mais c'est pas avec ça qu'on va nourrir la planète, quoi. Ça peut rapporter beaucoup, mais ça va pas produire grand-chose en termes global, hein, je tiens. En tant qu'agriculteur bio, c'est sûr qu'on peut avoir des accords tous les deux, mais bon, on va y arriver quand même. Je vous entends pas. D'accord. Vous dites qu'il y a point de terre saline en France. Il y en a ? Oui, non. Il n'y a pas de problème de salinisation. C'est des terres qui sont salines à la base, quoi. Voilà, on parle de la Camargue. Oui, il y a Camargue, il y a le Marais Poitevin, il y a le... Ouais. Oui.
Après, c'est pas parce qu'on est un pays riche qu'on enrichit nos sols. Je trouve qu'en mettant des engrais chimiques, minéraux, c'est pas là qu'on va enrichir nos sols. La preuve, on a la preuve que nos sols s'appauvrissent avec les érosions, les apports de produits phytosanitaires. C'est sûr que l'agriculture biologique ne va pas tout régler, mais n'empêche que si on avait une politique beaucoup plus sympa avec nous, Beaucoup plus volontariste, c'est sympa, ouais. on va dire aidante, on aurait d'autres moyens pour enrichir nos sols. On les a, voilà. Oui, mais vous m'avez mal compris. Hein. J'ai rien. Encore une fois, je n'ai rien Ah non, contre j'ai pas le dit que bio. vous n'avez rien contre. J'ai bien compris. Ce que je dis, il faut pas dire qu'on enrichit nos sols en agriculture chimique. C'est pas vrai. on compense. On compense simplement. Non, on compense. On travaille sur de l'inerte. On est d'accord. On compense ce qu'on exporte. C'est le minimum. Alors on peut le compenser avec du minéral. On peut le compenser avec de l'organique. L'intérêt de l'organique, c'est qu'on apporte en même temps, justement, de la matière organique. Donc, moi, j'ai absolument rien contre l'agriculture bio. Ce que je dis, c'est que actuellement, c'est pas jouable pour l'ensemble de la planète. C'est probablement tout à fait jouable qu'il y ait d'ici quelques années 15 ou 20% d'agriculture bio en France, si on s'en donne les moyens, si on s'en donne les moyens politiques. Et j'ai rien contre ça. Mais ce que je vous dis, c'est qu'on ne nourrira pas l'ensemble de la planète avec ça en l'état actuel de nos connaissances. C'est pour rebondir sur la question. Mais après, on pourra peut-être aussi regarder que la nourriture ne doit pas forcément être carnivore, c'est-à-dire quand je regarde qu'au Brésil ou dans d'autres pays, on détruit des sols pour planter du soja ou du maïs et avec ça sont exclusivement nourris le cheptel des pays dits développés. Je peux m'imaginer, si j'évite ce détour, je pourrais faire bénéficier le sol d'une autre agriculture et surtout une agriculture bio. Oui, non, mais là, je suis d'accord avec vous. Ça, c'est un autre problème. C'est le problème de notre empreinte sur les autres pays. Et bon, ça se calcule aussi. Je n'ai pas montré le transparent parce que je ne pouvais pas tout vous montrer. Mais l'Europe ou la France a une empreinte. Si on calcule ce qu'on utilise comme sol, finalement, comme surface, comme hectare de sol, pour ce qu'on consomme, on a une empreinte qui est 2 fois plus grosse que notre surface. C'est-à-dire qu'on va chercher de la terre ailleurs. Et l'exemple typique, effectivement, c'est le tourteau de soja d'Argentine ou du Brésil. C'est aussi, je ne sais pas, le coton d'Azerbaïdjan ou des choses comme ça. Donc on a une empreinte qui est beaucoup plus forte que ce que nous, on consomme. Après, et non seulement cette empreinte, elle est embêtante parce que je dirais on prend de la terre aux autres d'une certaine façon, mais en plus parfois elle nous nuit, c'est-à-dire que tous les tourteaux de soja qu'on importe par exemple en Bretagne pour nourrir nos cochons ou nos vaches, c'est ça qui fait que derrière on a une balance en phosphore qui est excédentaire et qu'on a des pollutions des eaux et qu'on a trop de phosphore dans les sols de Bretagne et qu'on a des marées vertes, etc. Donc je suis entièrement d'accord avec vous. Il y a un modèle à changer, mais c'est entièrement politique. Alors vous pouvez changer votre mode de consommation. Vous pouvez décider de manger plutôt des vaches à l'herbe du Limousin plutôt que du pâté le Hénaf, voilà. Mais c'est tout ce que vous pouvez faire. C'est un problème politique là. C'est plus un problème de sol, au sens, je dirais au sens de la science du sol, quoi. Je voudrais dire un petit mot sur cette histoire d'opposition qui est en train de se manifester entre bio, mais là on parle encore des bio en Europe. On parle d'un système d'agriculture agroécologique. Bon. Et puis l'opposition à l'engrais, comme si c'était le diable.
si je reprends un peu, je vais y revenir, si je reprends un peu ce que demandait Jacqueline, comment on fait pour lutter contre le changement climatique pour mettre 4 pour 1000 dans le sol en plus? 4 pour 1000 dans le sol en plus, si on fait un calcul à la louche, c'est 150 kg de carbone qu'il faut rajouter, qui vient évidemment de l'atmosphère à travers la végétation. Bon. Les nouvelles pratiques agricoles, dites agroécologiques, qu'elles soient bio, qu'elles soient agroforesterie, qu'elles soient non-labour avec couverture du sol, tout ça, c'est une même tendance lourde. Il n'y a pas que le bio. Il y a tout un tas d'autres choses qu'on met sous un autre vocable pour ne pas confondre. Eh bien, toutes ces pratiques, elles visent d'abord à remettre de la matière organique au sol, pas pour lutter seulement contre l'effet de serre, mais pour lutter contre la dégradation des sols qui produisent moins, contre la pollution, tout un tas de choses. Et ces pratiques-là, quand on les teste, on s'aperçoit qu'elles peuvent dépasser les 150 kilos qui seraient nécessaires. Donc, il n'y a pas d'utopie là, mais toutes sont basées, et ça rejoint ce que dit monsieur, elles sont toutes basées dans le monde, pas seulement dans le monde du Nord, mais dans le monde du Sud. Elles sont toutes basées sur une meilleure gestion organique des terres. Bon. Ceci étant, ce n'est pas parce qu'on ajoute que de la matière organique dans un sol qu'on va compenser les pertes en éléments minéraux nutritifs. Dans le cas des pays du Sud, de l'Afrique, n'importe quelle récolte, elle exporte plus que ce que va rapporter la seule matière organique. Donc, dans ces pays-là, on n'est pas avec le diable de l'engrais. Qu'il soit minéral, chimique, qu'il soit organique, qu'il soit bio, qu'il soit naturel, on s'en fiche. La plante, elle a besoin d'éléments nutritifs. Tout ce qui peut lui apporter, y compris une fertilisation chimique, si elle est abordable pour le paysan, est bon. Donc, il n'y a pas d'opposition dans les nouveaux systèmes qui sont testés et préconisés au niveau mondial par tous les gens comme nous et qu'on mesure. Il n'y a pas d'opposition à ça. Donc, il ne faut pas ramener, le bio et l'engrais comme des choses différentes et incompatibles. Donc, il y avait quelqu'un qui avait demandé. Là, vous avez demandé, madame. Je vais donner la bague parce qu'il y a eu une demande de la bague d'abord. Alors, malheureusement, je crois qu'on ne pourra pas faire parler tout le monde. Il y avait ici, voilà, ça avait été la main levée. Oui. J'aimerais savoir ce que vous attendez de la COP 21 en matière de protection des sols. C'est une excellente question. J'attends de la COP 21 que les pays s'engagent à protéger les sols, s'engagent à respecter la Charte mondiale de la protection des sols qu'ils ont déjà signée et qu'ils s'engagent également à faire en sorte que les sols deviennent plutôt des puits de carbone que des sources de carbone et qu'ils adoptent le programme 4 pour 1000 qui a été proposé par notre ministre et qui vient en fait, dont l'idée vient de la science du sol française. Voilà ce que j'attends de la COP 21. Dernière question, dernière réponse. Voilà, bonsoir. Bonsoir. Donc, j'ai bien compris votre point de vue. Donc, vous disiez que les engrais minéraux, donc dits chimiques, pourraient être une solution. Et donc, le monsieur, juste avant, disait qu'il n'y avait pas opposition. Pour moi, il y a totale opposition, en fait, puisque moi, je suis en bio-agrobiologique. Et donc, depuis maintenant plus de 24 ans, maintenant, je fais de l'agrobiologie. Ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, en fait. Et donc, il est clairement prouvé maintenant par toutes mes analyses que la matière organique qui retourne au sol peut fournir assez pour les cultures. D'ailleurs, tous mes terrains que j'abandonne au bout de quelques années sont beaucoup plus riches que quand je les ai pris au début. Surtout maintenant avec les nouvelles voies comme le BRF, les couverts végétaux, le semi-direct et compagnie, quoi. Et on ne peut pas aller contre puisque les chiffres parlent d'eux-mêmes, en fait. Mais vous êtes dans quel système de culture? Maraîchage. Ouais. Et j'ai aussi aidé en grande culture céréalière pour passer en semi-direct il y a quelques années, mais j'ai arrêté parce que c'était pas trop. Et d'où vient la matière organique? Comment? D'où vient la matière organique? Alors pour le maraîchage, ouais. Alors pour le maraîchage, c'est exclusivement des engrais verts, du BRF et les couverts végétaux multiples qui sont retournés au sol
sans travail du sol, puisqu'à partir du moment où on travaille le sol, on déstocke le carbone. Non, mais Et moi, je le stocke. c'est sûr que si vous apportez tout ce qu'il faut, ça va marcher. Mais si on raisonne maintenant à l'échelle mondiale, mon raisonnement, il était à l'échelle mondiale. Vous n'allez pas faire du BRF avec l'Amazonie pour entretenir les sols du monde. Ce BRF, il vient bien de quelque part. Donc vous puisez bien du carbone quelque part pour le mettre dans vos sols. Donc il y a un transfert en fait. Vous, ça fonctionne. Mais à l'échelle mondiale, ça ne peut pas fonctionner. On peut pas avoir un système tel que le vôtre sur le monde entier. Sinon, on n'a plus de forêt, on n'a plus rien. Bah, faites le calcul, faites la règle de 3. Faites la règle de 3. Pas de discussion entre deux personnes, il y a tout un tas de demandes. Donc je crois que j'accorde une dernière... C'est dans le sujet ou pas? Là. Donc, cette fois-ci, dernière question, dernière réponse. Il y a beaucoup de carbone qui est donc bloqué. Beaucoup de carbone est donc bloqué sur les territoires du Nord. Donc, avec le réchauffement climatique, vous seriez donc d'accord avec Poutine qui dit que lui, il n'a rien contre le réchauffement climatique. Ça va lui permettre à son pays de mettre en culture les zones du Nord où il y a beaucoup de carbone disponible. Alors, il y a d'énormes enjeux sur le carbone dans le nord de l'hémisphère nord, hein, donc ce qu'on appelle les pergélisols ou les permafrosts ou même les tourbes. Donc il y a un premier enjeu qui est que, avec le réchauffement climatique, ces sols-là risquent de minéraliser plus vite et donc risquent de dégager plus de CO2 dans l'atmosphère et donc d'accélérer l'effet de serre, ce qui va faire augmenter la température, etc., etc. C'est la boucle, c'est un peu la boucle infernale, et ça, tout le monde se pose des questions là-dessus. Il y a l'autre enjeu, effectivement, je vais pouvoir remonter le niveau de mes cultures, mais on voit déjà qu'il y a un certain nombre de cultures qui remontent. Et puis demain, on aura des vignes en Écosse, et puis etc. Donc il y a cet enjeu-là où certains pays peuvent se dire ok, je me réjouis parce que je vais pouvoir étendre mes surfaces cultivées, ou je vais pouvoir augmenter ma production. Et la balance, elle est là. Et on s'aperçoit, si on fait le calcul, hein, il y a des gens qui ont fait le calcul avec des modèles hein, sur ce qui allait se passer, on s'aperçoit qu'il y a des gagnants, il y a des perdants. C'est-à-dire qu'il y a des pays, même en termes de bilan de carbone, c'est-à-dire qu'il y a certaines zones du monde où on va se mettre à produire tellement que ça va compenser finalement ce qu'on va dégager par la minéralisation. Mais par contre, si vous allez complètement au nord, c'est sûr que vous allez être perdant. C'est-à-dire c'est sûr que vous allez dégager du CO2 dans l'atmosphère. Donc c'est vraiment un problème extrêmement complexe. Mais merci beaucoup à vous tous, toutes. Merci à Dominique. Et je vous rappelle que la prochaine conférence aura lieu au mois de janvier, le 29 janvier. Elle sera donnée par M. Martial Bernoud de la FAO et qui reprendra pour partie une partie de ce qui a été traité aussi aujourd'hui, effet de serre et changement climatique. Vous êtes invités à consulter les livres, les bandes dessinées et ensuite à venir nous rejoindre pour boire un petit verre avec nous.